Le sujet santé est encore sous-estimé. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur les sujets de santé. Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de prévenir? Non. C'est une très bonne chose de travailler sur la santé de nos collaborateurs. Au-delà d'être un plus pour eux, c'est un plus pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a à peine, les derniers chiffres, à peine 27% de femmes dans la tech. La façon dont on va façonner l'expérience des collaboratrices va aussi énormément jouer dans l'industrie de la tech pour les retenir et les attirer. Bonjour, je suis Anna Fichebin, bienvenue dans le podcast de Juste à Temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, le bien-être et l'expérience collaborateur au bureau. Je suis avec Ornella, qui est Chief People Officer de la société Dailymotion. Bonjour Ornella, Bonjour merci Anna. d'être avec moi aujourd'hui. Comment t'es arrivée au poste que tu as aujourd'hui? Ça fait à peu près 20 ans maintenant que je travaille dans les ressources humaines. Donc c'était déjà un premier, je dirais, un premier choix important pour moi, de pouvoir travailler dans l'humain, de pouvoir travailler sur le développement des talents. J'étais très portée à la base sur le recrutement, puis après, je suis devenue plus généraliste. Donc au-delà des ressources humaines, ce qui était important pour moi, c'était de me rapprocher de la tech. C'est une industrie qui, dès le démarrage, me plaisait. Donc j'ai fait quelques étapes dans des entreprises tech, plutôt start-up, pour enfin rejoindre le groupe Printemps, mais où j'ai ensuite été orientée sur la partie digitale et le développement digital du Printemps, toujours sur les fonctions RH, pour enfin rejoindre une start-up. C'était un vrai pari, puisqu'à l'époque, Jelly Smack était une des licornes françaises très orientée dans l'industrie de la créateur économie. On était 50 et au plus haut, on est monté à plus de 2000 personnes. Et c'est là où, entre guillemets, j'ai fait le gap. Arriver des RH de 50 personnes, puis remonter au plus haut jusqu'à 2000, ça a été exactement un gros challenge et surtout un accélérateur, tant en termes d'expertise, de développement de compétences RH, de réflexion, de défis, de challenge, et pour ensuite être approché par le groupe Canal et notamment Dailymotion pour reprendre le poste donc de Chief People Officer. Pourquoi la tech? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la tech? Je trouve, et en tout cas c'est ma perception, c'est peut-être pas la perception évidemment de toute la fonction RH, mais que dans l'industrie de la tech, on a cette chance de pouvoir faire preuve d'innovation d'une part, et en tout cas, sur les 5 dernières années, on a vu quand même que les pratiques RH, les outils, les typologies, je dirais, de process qu'on voulait mettre en place ont beaucoup évolué. La fonction a beaucoup évolué. Je trouve qu'elle a été de mieux en mieux valorisée, et particulièrement dans l'industrie de la tech, puisque ce qu'on demandait particulièrement, c'était d'une proximité avec le business et une compréhension du business. Ce match-là, moi, qui fonctionnait bien, parce que évidemment, j'adore l'humain, mais j'adore aussi comprendre dans quel environnement business j'évolue. Tu peux détailler un peu concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles d'outils, de choses comme ça. Qu'est-ce qui rapproche du business? Il y a évidemment un lien RH et enfin, ressources humaines, performance et donc business, mais comment les choses ont évolué? Qu'est-ce qui a évolué en fait? Au-delà même de la tech, alors dans la tech, je dirais qu'il y a eu une place effectivement pour une innovation plus rapide d'un point de vue RH, c'est-à-dire de pouvoir s'outiller mieux, donc à travers aussi ce qu'on appelle des SIRH de plus en plus performants, de plus en plus à la pointe de ce qu'on peut faire, et on nous tire littéralement la fonction RH, parce qu'on se rend compte que l'humain est au cœur finalement de la stratégie et de la capacité de performance de l'entreprise. Donc ça peut et ça doit passer aussi par la fonction RH à ce moment-là, et de s'outiller correctement et de ne pas être sur un petit peu du à la mano. Ça devenait trop contraignant, et surtout ça ne donnait pas la crédibilité nécessaire à la fonction RH par rapport au business. Donc il fallait qu'on soit finalement au même niveau d'exigence outils, même niveau d'exigence process, pour pouvoir justement s'aligner avec la plupart des expertises métiers, en tout cas dans la tech, que ce soit de la data, que ce soit du dev, que ce soit de l'intelligence artificielle encore plus. Et ça va me permettre de faire le point, et notamment sur l'intelligence artificielle, les fonctions RH ont un rôle clé à jouer dans les années à venir et dès maintenant, justement pour être un partenaire spécifique de cette transformation qui va être capitale pour l'ensemble des entreprises, et particulièrement et plus spécifiquement dans l'industrie de la tech, puisque dans l'industrie de la tech, par essence, on va dire, il y a une forme d'appétence ou de développement plus rapide, ou en tout cas plus soudain, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit lié au business model, ou tout simplement à une sorte, comme je le disais, d'appétence naturelle des collaborateurs, des managers et des leaders des entreprises tech. Ça, c'est vraiment pour les process, pour l'innovation dans l'industrie, mais globalement, la fonction RH, notamment après la période liée au Covid, s'est transformée.
où on a vu à quel point justement cette fonction-là elle pouvait être clé dans la survie d'une entreprise, parce qu'on parlait vraiment de survie quand on était dans la période Covid, et où justement il y a une forme de perception qui a changé sur ce que pouvait apporter la fonction RH, sur les fondations, sur la solidité d'une entreprise basée sur ses politiques humaines, que ce soit le cadrage légal, mais aussi et surtout l'accompagnement de la performance des collaborateurs dans un cadre qui soit le plus propice à cette performance. Justement, parlons de ce cadre. Comment on fait pour le rendre propice? Tu parles de ce mouvement pendant le Covid, après Covid, donc qu'on appelle télétravail. Est-ce que c'est un enjeu clé pour vous aujourd'hui? Évidemment. Le télétravail, je pense que c'est un peu l'affaire de tous, parce que cette période de Covid nous a tous amenés à repenser nos modes de travail, par définition. Pour les entreprises qui ne faisaient pas de télétravail, elles ont été contraintes de le faire. Pour les entreprises qui en faisaient déjà, elles l'ont peut-être intensifié. Donc, on a tous de base déjà retravaillé nos politiques de télétravail. Donc, ça a révolutionné quand même la façon dont on utilise notre temps chez nous et au bureau. Donc ça, de base, ça a été une vraie transformation. Il y a 2 enjeux clés désormais, je pense. C'est quelle est la meilleure répartition temps de télétravail, temps au bureau, en fonction des industries, des besoins de son business, qui est propre finalement à chaque entreprise et à chaque industrie. Et encore, on voit des disparités dans l'entreprise, notamment dans l'industrie de la tech. On va avoir les grandes entreprises, par exemple comme Amazon dernièrement ou Meta, qui ont carrément stoppé le télétravail, et d'autres entreprises qui sont carrément allées à l'autre inverse, qui eux, pour le coup, on sont 100% remote. Et même parfois, dans certaines entreprises, des équipes qui ne sont pas du tout exactement. Ce qui est notre cas sur ce sujet-là. Ce qui est notre cas. Nous, effectivement, on a adapté aussi en fonction des expertises. On estime qu'on a besoin de cette flexibilité granulaire en fonction des départements, parce que les métiers aussi se prêtent parfois plus à une présence au bureau que d'autres. Exemple extrêmement concret et factuel, on parie plus à une présence au bureau de nos équipes sales, notamment, parce qu'on estime que le temps passé au bureau, le temps de collaboration, le temps de créativité, mais aussi une forme de compétitivité positive, une compétition positive, de se voir dans des achievements qui vont être un succès pour les équipes sales quand on va arriver à décrocher tel ou tel budget. On estime que ça va beaucoup plus se déclencher en présentiel. Donc, on va souvent avoir effectivement un temps de travail de l'équivalent d'un tiers plus important pour nos fonctions sales. Là où, quand on veut être compétitif sur des fonctions data, intelligence artificielle, ou de dev pur, effectivement, on a une demande qui va être plus à la baisse du temps au bureau, où on va généralement effectivement être plus sur 2 jours de présence au bureau versus 3, par exemple, pour nos sales sur une semaine complète. Donc, il y a quand même des temps de présence communs. Mais effectivement, nous, on a travaillé sur une disparité par expertise qu'on assume, parce qu'elle est propre aussi à chaque métier. Et tu parles de compétitivité des autres équipes. Donc, en fait, il y a ce truc-là de « je rejoins cette boîte, mais si j'ai moins de télétravail que dans une autre boîte, ça va jouer aussi dans mon choix. » Potentiellement. Alors, dans les process de recrutement, la question qui revient mais systématiquement, alors qu'on anticipe de toute façon, qui va être posée, c'est quoi le rythme de télétravail? Aujourd'hui, il est impensable d'imaginer que ça ne soit pas abordé pendant le process de recrutement. Là où on revient il y a 10 ans en arrière, c'était peut-être 1 fois sur 10 que la question a été posée en fonction d'industrie. Et si éventuellement vous n'aviez pas recours au télétravail, ce n'était pas forcément un critère éliminatoire pour les candidats ou les candidates. Désormais, dans 90% des cas, si vous ne proposez plus de télétravail, ça devient un vrai critère éliminatoire pour certains candidats ou candidates dans les processus de recrutement dans lesquels ils sont engagés. Donc, il faut trouver le juste milieu, effectivement. Et encore, on voit vraiment des rebonds. Beaucoup d'entreprises décident aujourd'hui de se reposer la question du télétravail. Alors, c'est sans doute pour des raisons qui sont extrêmement justifiées et il faudra justement continuer à les analyser. Mais j'ai quand même le sentiment que la trend, elle va quand même vers un retour au bureau. Globalement, on tend moins vers le développement du télétravail à la hausse, mais plutôt, au contraire, à un retour au bureau progressif. Et chaque entreprise essaie de trouver le bon juste milieu par rapport, d'une part, à ses expertises et à son industrie. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses du télétravail? À titre personnel, je trouve qu'effectivement, le modèle hybride, je le trouve sain. Je trouve que ça apporte d'un côté une facilité et
on tend à une forme d'égalité grâce au télétravail. Parce que quand on enlève des temps de trajet, par exemple, pour des profils qui n'ont pas les plus hauts niveaux de salaire, qui ne sont pas forcément, parce que la plupart des bureaux, notamment en Île-de-France, sont proches de Paris. Donc, par définition, quand on se rapproche de Paris, les coûts liés au loyer ou autres sont de plus en plus élevés. Donc, par définition, souvent, vous allez avoir des profils qui vont, pour ceux qui, malheureusement, qui sont dans les plus bas salaires, vont s'éloigner, vont donc avoir plus de temps de trajet aussi. Et tout ça, forcément, ça va jouer aussi sur des potentielles inégalités au sein même de l'entreprise. Là, déjà, sur les temps de télétravail, si vous faites le nécessaire en termes d'équipement à domicile, ça fonctionne. Nous, par exemple, c'est notre cas. On a un forfait qui est alloué à tous et chacun pour pouvoir s'équiper à domicile. Donc ça, pareil, c'est un choix, c'est un parti pris, mais qui est important pour nous. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement entre ce qu'on va proposer comme facilité au bureau versus ce qu'on va retrouver chez soi. Et quand tu parles d'équipement, on parle de quoi? C'est un budget alloué à pouvoir tout simplement s'équiper d'un point de vue communauté, type un fauteuil confortable, un bureau, parce que c'est pareil, on n'a pas forcément éventuellement tout l'équipement nécessaire et tout simplement aussi parfois la place de pouvoir le faire correctement. Donc il faut pouvoir avoir des meubles qui s'adaptent si c'est nécessaire sur les plus petites surfaces et donc c'est pour ça qu'on donne ce montant-là systématiquement, qui est une location de meubles, donc qui est assez important. C'est pas, on ne parle pas de 100 €, on parle en moyenne de 500 €, voire plus par quand c'est nécessaire. Mais c'est de la location, c'est un budget de location. On passe par effectivement un prestataire là-dessus. Et ça fonctionne bien, parce que ça permet là aussi d'apporter une forme d'égalité sur la mise en place à domicile d'un coin télétravail qui permet là aussi d'être dans des conditions de travail qui soient les plus confortables possibles. Et vous avez des indicateurs de performance ou de non-performance justement par rapport au télétravail ou ça n'a jamais été analysé? Sincèrement, on ne l'a pas analysé. Ce qu'on voit quand même, ce qu'on a perçu, notamment effectivement sur les fonctions commerciales, c'est qu'on a vu une meilleure performance à partir du moment où on a augmenté le temps de présence au bureau. On n'est pas dans la capacité de pouvoir, en revanche, juger ça pour l'ensemble des expertises pour la bonne et simple raison qu'il faudrait pouvoir avoir des critères d'évaluation de la performance extrêmement poussés pour être en capacité aussi de le croiser avec les temps de présence. Voilà. Mais en tout cas, au moins sur la fonction commerciale, on ressent une vraie dynamique de chiffres qui est quand même liée au temps de présence. Alors après, attention, je mets un bémol. Les temps de présence, les jours de présence ont quand même été choisis. C'est le lundi, le mardi et le jeudi, notamment pour les fonctions sales. Là aussi, je pense qu'il faut avoir, l'honnêteté intellectuelle de se dire que par définition, ce sont des jours qui sont extrêmement propices au business. On le sait, et là, je pense que les statistiques le montrent. C'est clairement pas le mercredi et le vendredi, aujourd'hui en France en tout cas du moins, qu'on close les deals. Les grosses journées considérées de travail sont bien le lundi, le mardi et le jeudi. Donc c'est pour ça que je mets quand même un bémol. Tu as raison. Parce que par définition, si on analyse les statistiques de temps de présence au bureau, souvent les temps de présence au bureau, et encore là aussi, il y a un petit peu de challenge par certaines entreprises, je l'ai vu, qui interdisent le télétravail le lundi et le vendredi, par exemple, ou le mercredi, en se disant que c'est des jours qui sont propices à moins travailler. Mais ça n'empêche que, si on prend un petit peu de recul, effectivement, il faut le prendre en considération pour apporter un petit peu de nuance aux résultats de cette data-là. Et du coup, comment on fait revenir les gens au travail? Comment on fait? Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le cadre de travail. Autant travailler évidemment sur quelque chose qui soit confortable chez soi, mais il faut aussi pouvoir être innovant sur ce qu'on propose dans les locaux. C'est pas tout le temps facile parce qu'il y a une multitude de possibilités et il faut forcément trancher parce que budgétairement, c'est pas illimité forcément. Et donc, c'est là où il va falloir aussi faire en fonction de sa population, être capable aussi, je pense, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le voit, de travailler en proximité avec les représentants du personnel, avec toutes les personnes relais qui partagent tout simplement des feedbacks sur ce qui est attendu en termes d'expérience collaborateur dans le bureau. Ça passe aussi par des engagement surveys annuels, notamment, où il est important d'avoir des questions ouvertes sur ce type de sujet, où il est important aussi d'avoir des questions peut-être ciblées sur la façon dont les collaborateurs, finalement, vivent leur expérience dans les bureaux. Je pense qu'il y a déjà une part d'observation, d'audit, de suivi. Il faut quand même toujours utiliser la data, c'est très aidant. Et derrière, il faut effectivement s'équiper d'une manière ou d'une autre de prestataires, mais aussi de facilités qui vont faire que quand les collaborateurs viennent au bureau, il y a aussi un sentiment de satisfaction. Au-delà de se dire, je vais voir mes collègues, évidemment, de se dire,
je passe un moment agréable dans des bureaux agréables avec des facilités, des bénéfices qui me font plaisir. Donc, je passe un agréable moment dans son entièreté. Et justement, qu'est-ce qui est attendu? C'est quoi le socle de base? Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se différencier? Parce qu'il y a aussi ce sujet de différenciation, de compétitivité dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que là aussi, il faut être extrêmement conscient que le niveau d'exigence, globalement, a énormément augmenté. Et comment d'ailleurs? Enfin, pourquoi il a augmenté comme ça? J'ai le sentiment que justement, comme il y a eu une période de développement du télétravail, pour être capable de faire revenir au bureau, il y avait une nécessité de réadapter finalement l'expérience collaborateur dans les bureaux. Et de donner plus qu'à la maison. Exactement. Plus qu'avant et plus qu'à la maison. Plus ou équivalent. C'est-à-dire de retrouver finalement une expérience où on se sent un peu plus chez soi, même si on est au bureau. Donc je pense qu'effectivement, il y a là aussi un avant-après du fait de ce télétravail qui est rentré dans notre vie avec un confort qui est rentré dans notre vie, qu'il a fallu réadapter au bureau. Ça, c'est la première chose. Et avant même ça, quand même, on l'a vu, et ça a commencé il y a bien longtemps à San Francisco, dans la Silicon Valley, dans tous les plus gros campus des boîtes tech. C'est les boîtes tech qui ont quand même été assez, je dirais... Google, on a on a l'image. Je pense qu'on a tous cette image-là. De Facebook, voilà. Exactement. Et leur volonté à elles, à la base, n'était pas forcément justement sur des sujets de télétravail, parce que c'était encore assez faible en termes de répartition de temps de présence. C'était le temps passé au bureau. C'était d'essayer d'augmenter le temps passé au bureau, de diminuer aussi les temps de pause extérieurs alors pas pour diminuer les temps de pause forcément, mais pour développer les temps de pause entre collaborateurs de la même entreprise, pour justement favoriser le développement de relations interpersonnelles, mais aussi professionnelles, la créativité inter-équipe, etc., par un temps de pause et des temps de créativité un petit peu soudains et non prévus dans les locaux. Donc, quand même, la genèse de tout ça, à la base, c'était d'augmenter le temps passé par les collaborateurs dans les bureaux. Et puis ensuite... je t'interromps, jusqu'à créer des campus autour. Oui, tout à fait. Où finalement, on vivait pratiquement sur son lieu de travail. Donc, après, on peut en débattre, socialement, si c'est une bonne chose ou pas. Maintenant, ça n'empêche qu'on était arrivé effectivement à cet extrême-là. Donc, dans l'évolution de l'expérience collaborateur, justement sur les bénéfices qui peuvent être mis en place dans les bureaux, je pense qu'à la base des bases, c'était augmenter le temps passé dans les bureaux. Désormais, c'est pas augmenter, c'est d'une certaine manière s'assurer pas qu'on respecte, mais qu'on puisse obtenir un temps de travail suffisant qui correspond à la répartition voulue d'un point de vue hybride pour les entreprises entre le télétravail et le temps au bureau. Donc un alignement entre l'expérience maison et l'expérience bureau. Là où avant, on était quand même sur un objectif qui n'était pas forcément celui-ci. Et du coup, comment tu fais revenir ces gens au bureau par donc plusieurs solutions dont tu parlais? Est-ce que demain, je sais pas, on va chez Dailymotion prendre un café, il est payant, qu'est-ce qui se passe quoi? Vraiment concrètement, qu'est-ce que les collaborateurs attendent? Effectivement, sur la partie snacking, café, c'est devenu un must. En tout cas pour nous, ça fait des années effectivement que les collaborateurs ont la possibilité d'obtenir des produits tout au long de la journée, que ce soit boissons fraîches, café, snacks, avec une diversité de snacks en plus, parce qu'il y a un niveau d'exigence sur les snacks, on en parlera après, parce que là aussi on a des modes de vie et une people experience qui est de plus en plus exigeante en termes de panel de propositions. Là où on passait à du snack sucré, assez standard, salé, on commence à avoir, là aussi un peu comme le café, où quand désormais on va dans un café, on va avoir une multitude de propositions. Pareil, sur les snacks, vous allez avoir une multitude de demandes qui vont évoluer aussi. Je dirais aujourd'hui que cette partie-là, c'est un must. Si on devait faire un retour en arrière, et on a été un petit peu confronté ça dans le cadre d'un déménagement qu'on a géré, sans rentrer dans les détails, effectivement, il y a eu un risque, malheureusement, qu'on soit obligé de s'aligner à une volonté différente en termes d'organisation snack. C'était la révolution. C'est-à-dire que si on proposait pas des snacks, si on proposait un café payant, il y a une forme, c'est normal. Il y a des rituels, des habitudes qui se sont créées et c'est devenu aussi par la proposition de tous les grands espaces de coworking,
que je ne vais pas citer, mais ils ont mis ça aussi, notamment le café, oui. en place. Ils l'ont mis de matière extrêmement naturelle et ils ont quand même révolutionné aussi à leur manière d'un point de vue design et d'un point de vue proposition added value pour les collaborateurs et donc les industries ou les entreprises à essayer de s'aligner aussi en termes de propositions. Mais le snack, typiquement, et le café gratuit, aujourd'hui, ça fait vraiment partie pour nos collaborateurs dans leur perception d'une normalité. Mais dans la tech majoritairement, non? Alors, j'ai le sentiment, effectivement, maintenant c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille dans la tech, donc c'est devenu aussi pour moi une normalité, malheureusement, hein, les habitudes dans la vie. Mais globalement, si je reprends l'endroit où on s'est rencontrés, c'était pas du tout le cas. Non, je confirme. J'ai plutôt l'image d'une machine, tu vois, d'un distributeur automatique avec des Kit Kat, des Mars. Mais ce qui était complètement dans à l'époque, effectivement, dans une normalité, effectivement, qui était tout à fait assumée par 90%, je pense, des entreprises. C'est vrai que la tech, parce que rien qu'à l'époque, quand j'étais sur la partie digitale et que j'allais à Pantin, chez Place des Tendances, qui fait partie du groupe Printemps, il y avait déjà un fonctionnement aussi où il y avait kitchenette, café gratuit, quelques snacks, etc. Donc, on avait déjà les prémices quand même de différences claires entre l'industrie de la tech, une nouvelle fois inspirée des campus des grands de la tech qu'on connaît américains, qui avait mis en avant ces bénéfices-là depuis déjà bien longtemps. Avant, du coup, le télétravail, etc. Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait. Un moyen pour faire revenir les gens au bureau, certes, mais ça reste, avec ou sans télétravail, une attente de base des collaborateurs de la tech aujourd'hui. Sincèrement, oui. Est-ce que c'est des gens qui sont plus, aptes à voyager, à être passés par des expériences aux États-Unis où c'est extrêmement installé? Est-ce qu'il y a ça aussi ou pas? Sincèrement, je n'en suis pas persuadée. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une énorme différence, mais en tout cas, je pense qu'à la base, dans ma perception, notamment sur les fonctions de développement, où on passe énormément de temps quand même assis, et sur son ordinateur, il y avait quand même une volonté d'apporter un petit temps de détente complémentaire. Je pense que ça vient sans doute de là. Si j'essaie de vraiment rechercher pourquoi finalement on leur a apporté autant de facilité, c'était aussi parce que, sans dire que le métier était plus dur, loin de là, pas du tout, mais de dire que ces temps de détente étaient peut-être plus importants à créer tout de suite pour être sûr de pouvoir les fidéliser à une entreprise, mais aussi à une fonction. Parce que fonction peut-être, à l'époque aussi, il faut imaginer, et l'image du développeur et de la développeuse a beaucoup évolué aussi dans la durée. C'est vrai que la perception qu'on pouvait avoir des métiers de la tech il y a 20 ans et celle qu'on a aujourd'hui, qui est quand même, je pense, beaucoup plus valorisée désormais, il y avait une volonté aussi de se dire, si on n'est pas capable ou si on a des difficultés à les attirer sur le métier, on va les attirer par les facilités qu'on peut leur proposer, le cadre de travail. Donc, je pense que s'il y avait un autre levier éventuellement à aller chercher explicatif de pourquoi on a fait ça, c'est peut-être celui-ci, en tout cas dans cette industrie-là. Et du coup, chez vous aujourd'hui, donc chez Dailymotion, le nombre de collaborateurs, je ne l'ai pas, c'est combien de collaborateurs? Alors, au total, on se rapproche des 450 collaborateurs, mais pour le bureau parisien, on est sur environ 320 collaborateurs. Qui sont tous au même endroit ou vous avez vous avez différents bureaux? On a effectivement 2 pied-à-terre parisiens. Un qui est notre plus grand plateau, qui est ici Moulineau, au sein du groupe Canal+, et un autre plus petit plateau qui est un peu notre incubateur social, qui est proche du Marais, dans Paris. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, vous aviez donc du café, des services, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place au quotidien? Je ne sais pas, des événements, des rituels. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous mettez en place aujourd'hui? Alors, oui, d'un point de vue événementiel, on bénéficie évidemment de tout ce que va faire le groupe de manière générale au sein du building Canal One. Donc là, c'est effectivement extrêmement porté sur l'activité média et ça doit faire partie aujourd'hui de ce qu'on peut proposer pour les collaborateurs, donc qui est souvent lié à une temporalité, je dirais, calendaire, où vous allez utiliser les thématiques que le calendrier vous offre, tant en termes, je dirais, effectivement de saisonnalité, l'été, période de fin d'année, où vous allez vous rapprocher des grandes thématiques que tout le monde va expérimenter à titre personnel. Et parfois, vous pouvez aussi avoir un événementiel qui est plus lié à votre activité et où vous allez célébrer en interne certains succès, etc. Et c'est vrai que les anniversaires aussi, pourquoi pas. Alors nous, on le fait pas. Et
peut-être une bonne idée d'ailleurs. Après, on serait bien occupé toute l'année. Mais effectivement, ça peut faire partie d'une volonté créative et un peu plus personnalisée. Mais globalement, on va effectivement suivre une forme de temporalité qui plaît aussi parce que ça crée, parce que tout le monde vit un petit peu. Bon, effectivement, c'est la période de Saint-Valentin. On va peut-être décorer d'une certaine manière notre stack corner. On va essayer d'avoir quelques petits toppings ou produits en plus qu'on n'aurait pas l'habitude de mettre. Mais ça crée quand même là aussi une forme effectivement d'approche événementielle, pas l'intermédiaire de bénéfices qu'on a déjà l'habitude de proposer. Ça peut être du snacking, ça peut être de la déco. Et après, ça peut être de l'événementiel pur où vous ajoutez des facilités qui sont plus sur du bien-être. Donc effectivement, dans le cadre de la Journée des droits de la femme, on a organisé toute une journée thématique dans nos bureaux où on a proposé effectivement des ateliers pour tout le monde, pas que pour les femmes, absolument pas. Mais dans l'objectif, là aussi, d'apporter une expérience un petit peu différenciante et de les faire venir au bureau. Il y a du plus qui vise à satisfaire tout le monde et effectivement à passer du bon temps dans les bureaux et à s'appuyer sur des ateliers et des bénéfices. Donc 400 collaborateurs, tu parlais de beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes, beaucoup de nouveautés. Comment on fait pour satisfaire tout le monde? On peut pas. En vrai, c'est difficile. Ce qui est important, effectivement, c'est de satisfaire le plus grand nombre, de pas trop se disperser en fonction d'une perception passagère ou d'une trend où on va se dire « Ah oui, non, mais ça, tout le monde adore le Pilates, on va mettre 2 machines de Pilates. » Non, peut-être pas. Fausse bonne idée, on va prendre un petit peu de recul et on va essayer de s'assurer que les investissements qu'on va pouvoir faire en termes de matériel, là, on réfléchissait, on en parlait là dernièrement, parce que dans notre bureau de New York, on a testé, vous savez, on a déjà des bureaux qui sont réglables. D'accord. Pas pour tout le monde, mais on en a quelques-uns. Et on a donc testé d'installer des petits tapis de course. Ah, en même temps qu'on travaille, on peut marcher sur le tapis. Exactement. Génial, c'est une idée. Ça. Alors, j'ai adoré. Moi, moi aussi. parce que je trouvais ça très satisfaisant de me dire que j'arrivais à faire un meeting et les 10 000 pas que je voulais faire. Ça me rappelle un film, je crois que c'est Cameron Diaz qui est sur un tapis. Enfin, c'est un truc des années 90, mais je te montrerai. Ah oui, je suis pas étonnée. Alors, c'est vrai qu'avant, on voyait souvent dans les films des Cameron Diaz qui étaient capables de faire une super visio en courant sur un tapis de course. Exactement. Bon, je remets en question cette vérité. Ou jouer au golf, tu sais, il y avait des... C'est ça. Voilà. Je suis pas persuadée que ce soit si facile que ça, mais en revanche, de marcher, c'est une bonne chose. Ça fait partie justement des enjeux bien-être. On le voit, les collaborateurs sont de plus en plus exigeants aussi sur ces sujets-là. Et tant mieux, parce qu'en fait, un collaborateur qui est en bonne santé, c'est effectivement pour l'entreprise une très bonne chose aussi. Exact. Pour le coup, c'est un cercle vertueux qu'il faut continuer à alimenter. On teste toujours ce type de bénéfice et c'est pour ça qu'il faut aussi s'assurer que c'est un bénéfice ou une facilité qui va plaire au plus grand nombre. La meilleure façon de s'assurer qu'on va dans la bonne direction, c'est d'aller chercher l'information à la source et donc d'utiliser auprès des collaborateurs. Et c'est ce que je disais, nous on travaille très bien aussi avec notre CSE, nos représentants du personnel. C'est eux les premiers à nous faire des remontées sur des idées ou éventuellement des recommandations de choses dont ils ont pu entendre parler dans d'autres entreprises qu'on pourrait mettre en place si effectivement d'un point de vue budgétaire ça va. Bien sûr. Parce que on en revient toujours au budget et c'est la base, c'est normal. C'est important. On peut pas se dire que on fait tout et n'importe quoi sans effectivement à côté, parce que ce que vous allez mettre dans l'expérience au bureau, il faut que ça puisse être assez équivalent à ce que vous allez faire sur tous les autres sujets qui concernent le développement RH. Donc c'est ça la clé aussi, c'est de se dire comment je répartis au-delà même du choix des bénéfices au bureau, c'est comment je répartis toute ma politique budgétaire RH pour les collaborateurs. Parce que si vous faites trop au bureau, on vous dirait que vous faites pas assez sur les augmentations de salaire, que vous faites pas assez éventuellement sur des budgets de formation. Donc c'est là où il faut être extrêmement juste, ce qui est pas simple tous les jours, pour être capable de respecter des attentes, mais qui ne prennent pas le pas sur d'autres attentes, sur des sujets et des qui pour certains peuvent être plus importantes que d'autres. Exactement, exactement. Okay, pour l'instant, je pense qu'on a la bonne balance, mais je pense qu'il faut toujours se rester à l'écoute et se rechallenger si éventuellement on n'envoie pas les bons messages aux collaborateurs sur ces politiques-là. Et tu parles de bonne santé, donc de collaborateurs qui sont en bonne santé, etc. Et on parlait aussi de la diversité des snacking et de ce qu'on peut leur apporter. Est-ce qu'il y a eu un changement là-dessus? Est-ce que vous avez une politique autour de ça? Est-ce que vous êtes OK pour que les gens mangent des Kinder Bueno toute la journée ou pas? Enfin, est-ce que c'est une réflexion, ça, que vous menez, ou vous attendez plutôt de vos fournisseurs qui vous fassent des propositions? Comment on crée cette offre? Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que cette réflexion, on l'avait pas avant. Il faut être assez honnête là-dessus. Elle n'existait
beaucoup moins avant, Beaucoup je moins, pense. Là, elle devient, et c'est bien, parce que ça veut dire que je pense que les mentalités évoluent dans le bon sens sur on va être plus vigilant sur ce qu'on mange, on va être plus regardant. On les a vus, hein, toutes les applications se développer sur des checks produits. Finalement, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, pour notre santé, globalement, mais aussi notre santé mentale, parce que tout est lié aussi dans l'alimentation. Et donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a une politique, parce qu'il faut encore l'écrire, mais j'irai jusqu'à dire qu'on a clairement une volonté de proposer une diversité de produits qui soit plus ou moins équilibrés. Il y a encore des produits très sucrés, mais parce que certains apprécient, et il ne faut pas non plus qu'on soit dans une forme de privation totale pour des profils qui ont envie de leur shoot de sucre. De là à avoir que du sucre à disposition, que des boissons sucrées, au contraire, on a plutôt pratiquement éradiquer, par exemple, les sodas sucrés. On estime qu'on a plus d'intérêt à avoir une proposition resserrée, mais qui soit un juste milieu de proposition pour éviter d'aller dans cette direction-là. Sur les snacks, là, on va encore avoir effectivement une sorte de graduation. On va des fruits secs aux fruits tout court, aux snacks un petit peu plus gourmands. Mais c'est pareil, je pense qu'il faut une diversité. Je ne sais pas encore si l'éradiquer, c'est la bonne chose. Si on parle juste santé, sans doute. Si on parle satisfaction collaborateur, à questionner. Mais tout à l'heure, tu parlais de cette exigence, cette diversité de produits, de snacks, etc. Et on en parlait dans un épisode précédent avec notre directeur des achats et des opérations. Il parlait aussi de cette évolution des exigences jusqu'à... on est des très gros vendeurs de bars, par exemple. Et là, il disait qu'en fait, on avait des énormes ventes sur des bars protéinés. Et on ne pense pas au bureau d'avoir cette demande. Et donc, on en revient à la performance, collaborateur, etc., productivité. Est-ce que c'est des choses que vous voyez aussi chez Dailymotion aujourd'hui ? Ah bah oui, parce qu'en fait, les sujets liés à l'alimentation ont aussi beaucoup évolué avec les sujets liés à la pratique sportive. On en parlait avec les tapis, le nombre de pas respectés. Donc, on commence aussi, pareil, c'est dans une bonne volonté. C'est dans un sujet, finalement, qui est bon pour tout le monde, de s'assurer qu'on est en bonne santé. Et donc, on pratique aussi une activité sportive. Et donc, vous avez aussi cet équilibre sur les sujets de protéines quand on pratique certains sports et qu'on continue aussi. On le voit beaucoup plus. On a de plus en plus de personnes qui courent. Entre midi et deux, qui font des groupes de... J'en ai fait partie un temps, un peu moins désormais, mais j'en ai fait partie un temps. Ils m'ont même convaincu pour aller jusqu'au semi. Après le semi, j'ai dit j'abandonne, je veux plus, laissez-moi. Déjà, bravo. Oui, non, mais comme quoi, alors que j'étais pas du tout dans cette volonté-là, mais c'est je dirais la dynamique de groupe collective, et la dynamique collective qui a forcément poussé positivement à s'entraîner ensemble, en plus entre collègues. Et donc, vous allez avoir un lien aussi entre la pratique sportive et l'alimentation qui est faite de manière naturelle. Je suis loin d'être docteur, mais quand on va le mettre en pratique au bureau, oui, effectivement, si vous avez de plus en plus de sportifs, ils vont être de plus en plus regardants sur leur alimentation et pour certains, vont vouloir aussi des produits de plus en plus spécifiques et notamment les barres protéinées dont on parle, qui sont soit liées à un régime alimentaire où on est extrêmement regardant sur la répartition de protéines dans la journée, ou soit on est un sportif à haut niveau et on sait l'importance de la protéine, pareil, pour se développer. Donc, oui, tout est lié. Tout est lié. Et en plus, je trouve qu'on revient à ces barrières qui tombent entre le travail et à la maison. Et donc, le sport arrivant aussi au travail, puisque tout est maintenant... Tout est lié. Du coup, on attend aussi cette alimentation au bureau. Donc, voilà. Non, mais c'est très intéressant. Et du coup, j'ai une question pour toi aujourd'hui. On parle beaucoup de bien-être, d'expérience collaborateur et c'est le sujet du podcast. C'est quoi, en fait, pour toi ? Qu'est-ce que ça englobe aujourd'hui ? Parce qu'on peut parler des snacks, du café, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Du coup, dans ta fonction, qu'est-ce que ça englobe pour toi ? L'expérience collaborateur, elle commence à l'arrivée et à la sortie du collaborateur. Et elle, voire même... Tu parles d'une journée ou d'une journée parles de son expérience globale, de son expérience du jour globale. Où il arrive de son jour où il arrive, effectivement, et le jour où, malheureusement, il décidera éventuellement aller vers de nouvelles aventures. Et aussi, sur une journée classique de travail, je dirais même qu'elle commence parfois avant même d'arriver au bureau. Je ne parle pas du télétravail, je parle de sa réflexion sur... où est-ce que je vais me garer Est-ce que mon entreprise propose des services ou éventuellement des financements sur mon temps de trajet Tout ça va faire partie de l'expérience collaborateur puisque vous allez, là aussi, rentrer dans une dimension où
dès sa première réflexion du matin de comment je me déplace pour aller au bureau, si vous êtes facilitateur, vous allez forcément, là aussi, sublimer son expérience collaborateur si vous avez pas mal de financement, de possibilités, de transport éventuellement sur mesure en fonction d'où est votre siège. Donc ça va commencer là, déjà sur les temps de trajet. Donc ça fait partie de l'expérience collaborateur, tout ce que vous allez mettre en place. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on n'y pense pas, mais ça en fait partie. Pareil, si vous avez plus ou moins à Paris, c'est devenu... là aussi, c'est assez drôle, parce que quand j'avais des bureaux à Paris, un des questionnements, c'est est-ce qu'il y a des places de parking ? À Paris, ça devient là aussi un vrai sujet parce que des personnes qui ne se déplacent pas avec des transports en commun ou éventuellement ne serait-ce qu'un parking à vélo, on le sait, on le voit, la pratique du vélo, et c'est très bien, elle a beaucoup évolué. Si vous n'avez pas de parking à vélo, maintenant, ça devient problématique aussi pour vos collaborateurs. Donc, l'expérience collaborateur, elle commence même avant d'avoir mis le premier pied dans le building. C'est déjà comment mon trajet se passe. Ensuite, il y a évidemment l'expérience collaborateur dans les bureaux d'un point de vue visuel, c'est-à-dire comment je me sens dans mes bureaux, quelle est la décoration qui a été mise en place, est-ce que je suis là aussi une sorte de trend architectural pour une added value sur le temps passé par les collaborateurs. Donc déjà, vous avez le visuel, vous avez le design. Après, vous avez ce que vous offrez comme, on va dire, temps de détente. Donc il y a comment vous gérez finalement les temps de liberté de vos collaborateurs. C'est plus de la politique RH, etc. Et après, qu'est-ce que vous allez mettre à la disposition de ces collaborateurs pour qu'ils passent un temps de détente ou un temps d'échange avec leurs collègues ou leurs managers ou leurs équipes et que ça soit le plus qualitatif possible. Donc, ça englobe quand même un très grand nombre de choses et dans cette dernière partie, c'est là où ça regroupe le plus de facilités potentielles, que ça soit donc effectivement des facilités qui concernent la nourriture, les boissons, mais vous avez aussi le matériel qui est mis à disposition. Au-delà, je dirais, du design, c'est le matériel. Est-ce que je suis bien équipée pour travailler correctement ? Et vous allez avoir tout l'événementiel, on en parlait tout à l'heure. Donc, quand on reprend toute la chaîne potentielle de propositions, ça fait beaucoup. Et la communication, je vais le mettre aussi dedans. C'est vrai. Mais tous les éléments de communication, de signalétique que vous allez pouvoir avoir au sein de vos bureaux, c'est aussi des sujets qui sont importants pour que chaque salarié puisse être bien informé sur son lieu de travail. Donc, la réflexion autour de l'expérience collaborateur est quand même extrêmement large. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses dans ce sujet-là, justement, d'expérience collaborateur qui sont sous-estimées aujourd'hui dans certaines entreprises ? Ou est-ce que c'est vraiment un sujet qui a été géré, je dirais, et pris en charge par la majorité des boîtes, ou il y a encore des choses qui sont sous-estimées ? Même si on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense justement que le sujet santé est encore sous-estimé. Il y a encore beaucoup de choses à faire qu'on peut faire sur les sujets de santé au travail. C'est vrai qu'on a quand même je trouve, une sorte de perception de la médecine du travail, de la santé au travail, qui est quand même un petit peu perçue comme c'est parce qu'il faut le faire. Et en fait, les recommandations historiques qu'on pouvait connaître sur les distances à respecter, le cadre légal qu'on mettait a été finalement rangé dans une case qui est c'est boring. On n'y voit pas un bénéfice pour les collaborateurs, alors qu'aujourd'hui il y a quand même des nouvelles choses qui commencent à se créer. Je vais les citer, mais parce que non mais oui, vas-y, avec plaisir. J'ai trouvé qu'ils avaient une super idée. Alan est en train de travailler là-dessus. Ok. Justement sur une nouvelle approche de la médecine du travail, notamment, avec des liens qui permettront, là aussi, d'avoir une expérience différente. Je crois que le programme s'appelle Prévenir. Et donc, je trouve que c'est un super rebond. C'est qu'en fait, tout le travail que vous allez faire sur finalement, la santé de vos collaborateurs, et je vais parler aussi, par exemple, d'initiatives qui sont proposées par le groupe Canal+, que je trouve top, qui sont de comment on travaille sur la prévention. Comment on travaille sur des sujets de santé au bureau, parce qu'en fait, c'est clé dans la gestion de vos collaborateurs. Si vous prenez soin d'eux, au-delà même de y passer un bon moment, mais juste vous travaillez avec eux pour qu'ils se sentent bien, physiquement et mentalement, je trouve que c'est pas encore au cœur des réflexions, alors qu'on a des super alliés que sont les associations, et on les met pas assez au cœur de l'expérience collaborateur au sein des bureaux. Et donc, je pense que là-dessus, les entreprises, on n'a pas encore pris, même nous, on travaille dessus, justement, on se renseigne, mais pour densifier notre effort sur des temps qui seraient des instants de détente, parce qu'on s'informe, parce qu'on communique, parce qu'on apprend, et c'est des temps généralement que l'humain apprécie. Mais en plus, on en profite pour les sensibiliser sur leur santé, pour leur faire des vraies préconisations qui leur permettent de, là aussi, aller mieux.
où elle est bien, ce qui est déjà une bonne chose. Et donc, il y a plein d'assos qui font des trucs super, où ils se déplacent, ils vous expliquent sur des dépistages de malheureusement certains cancers ou autres. Alors, comme ça, on pourrait se dire, ah, c'est super glauque, etc. Bah non, en fait, justement, on rassure, on apporte de la prévention, etc. Et ça reste quand même aussi une forme d'événementiel, mais de sensibilisation aussi à la santé. J'y pense, on a fait ça l'année dernière pour Octobre Rose avec une association qui s'appelle Little Spark. On a été chez Salesforce, dans les bureaux de Salesforce, où on a fait de la prévention. Honnêtement, j'étais là en tant qu'organisatrice pour Juste à Temps et j'ai appris un nombre de choses. Il y avait même une naturopathe qui était là pour expliquer quelles étaient les choses qu'on devait faire ou éviter par rapport au cancer du sein. Et puis, il y avait aussi une infirmière qui était là et qui, avec un faux buste, expliquait comment palper un sein pour trouver ou pas une tumeur. Malheureusement, exactement. Tout à fait. Ouais. Et c'était effectivement hyper intéressant. Mais là, on arrive à une entreprise qui du coup va aller jusqu'à la santé du collaborateur, à la prévention. Ça devient la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui en 2026 ? Alors, c'est déjà une partie de sa responsabilité sur les temps de travail, de s'assurer qu'on met un cadre de travail qui respecte de base une réglementation qui permette de sécuriser le collaborateur de base. Bon, là, c'est pour la partie légale, mais qui est importante et qui fait donc déjà partie de la responsabilité de l'entreprise. Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de prévenir ? Non. Est-ce que ça peut faire partie finalement, à mon sens, d'une expérience collaborateur qualitative, différenciante et évolutive? Oui, j'aurais tendance à penser que on mêle finalement l'agréable à l'utile en créant de l'événementiel, parce qu'en plus, souvent, ces associations sont extrêmement créatives sur ce qu'elles proposent en termes d'animation, pour sensibiliser. Et donc, vous avez la chance de pouvoir créer un temps événementiel, de passer entre collègues ou entre équipes, et en plus d'avoir un rôle de prévention qui pourra jouer aussi pour la santé de vos collaborateurs. Et avoir des collaborateurs en bonne santé, c'est moins d'arrêt de travail, c'est plus de performance, enfin, tout le monde y gagne, finalement. Donc, c'est pas tellement une responsabilité, je dirais que c'est plus un avantage concurrentiel. C'est une très bonne chose de travailler sur la santé de nos collaborateurs. Au-delà d'être un plus pour eux, c'est un plus pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme innovation là, dans les 5-10 années à venir ? C'est quoi le bureau de demain pour toi ? Quoi ta vision ? Non, pas facile. Tu as parlé de santé. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui peuvent venir apporter justement de la différenciation et de l'innovation ? Sur la santé, il y aura forcément toujours, et je l'espère, des investissements qui sont faits par des entreprises pour avoir des nouveaux outils qui permettront aux collaborateurs de se sentir bien. Le vrai défi de demain, j'ai pas l'idée, mais le vrai défi de demain, et on le voit par rapport aux derniers chiffres, etc., ça va être la santé mentale. On en parle énormément. Malheureusement, en tout cas en France, les dernières statistiques qui concernent la santé mentale ne sont pas bonnes. Alors c'est aussi, et c'est là aussi, il faut le nuancer, parce que on a une conscientisation désormais de ce que c'est la santé mentale. Donc c'est une bonne chose qu'on le sache mieux, mais à l'inverse, c'est une problématique. Voilà. Donc je pense que si j'ai pas une idée spécifique de dire demain on aura le meilleur truc ou la meilleure approche, mais en revanche, s'il y a un défi qu'on doit relever, c'est comment on fait pour accompagner au mieux nos collaborateurs sur les sujets de santé mentale. Et l'expérience au bureau à ce moment-là peut faire sens, puisqu'ils y passent quand même beaucoup de temps. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie de leur santé mentale qui se joue au bureau. Donc je dirais que si je devais monter une boîte, peut-être que je réfléchirais à me dire... Tu cherches des associés. Voilà, peut-être que je réfléchirais à me dire comment je peux faire pour proposer des facilities, des sensibilisations, des outils qui permettent de s'assurer que la santé mentale au bureau, du moins, puisque c'est le sujet aujourd'hui, puisse être au top. Parce qu'aujourd'hui, un collaborateur, et c'est vraiment purement par curiosité, aujourd'hui, il y a un collaborateur qui vient te voir et qui te dit « Ornella, je suis en burn-out, j'ai des problèmes personnels ». C'est quoi les outils que tu as aujourd'hui pour justement accompagner un collaborateur sur ce problème de santé mentale ? Là aussi, c'est une question qu'on me pose souvent de où s'arrête la responsabilité d'entreprise, ce qui n'est pas simple, une nouvelle fois. Donc, il y a, on va dire, le cadre légal et il y a après notre cadre humain. C'est-à-dire que c'est impossible de laisser une personne en détresse, que ça soit uniquement lié effectivement à un problème personnel,
et ou qui vient se coupler à un problème professionnel. Si en plus un problème professionnel, alors là, c'est de notre responsabilité directe, donc évidemment, on doit avoir une action. Il existe déjà effectivement des moyens. Pareil, il faut décider d'investir dedans. Nous, on a investi. On fait appel à une entreprise qui s'appelle Mocacare, qui propose, là aussi, c'est une application de pouvoir s'auto-former pour tout simplement avoir des conseils pour mieux gérer sa santé mentale. Mais aussi, ça va jusqu'à des séances payées par l'entreprise, gratuites donc pour le collaborateur, avec des thérapeutes, des psychologues pour aller mieux. Et ça, c'est à disposition de tous les collaborateurs aujourd'hui ? Ça peut être à disposition de tous les collaborateurs. En tout cas, pour les temps avec les thérapeutes et avec les psys, c'est à la demande aussi des interlocuteurs RH. Et en revanche, toutes les formations qui sont en ligne sur la plateforme, là, c'est pour tout le monde. Donc là, on voit l'ampleur du sujet, du bien-être, de l'expérience collaborateur. Et du coup, je vais parler d'un dernier sujet qui est quand même super important, la parité. Est-ce que tu peux me parler de Tech in Motion? Tech in Motion, c'est un événement, mais aussi un collectif d'entreprises qui s'engagent pour atteindre la parité dans la tech. Donc effectivement, aujourd'hui, on a à peine, les derniers chiffres, à peine 27% de femmes, et encore, ça va plutôt encore dans le mauvais sens dans la tech. On travaille sur ces sujets-là autour d'événements, mais pas que, pour aussi refaire un petit peu, recouper avec notre sujet aujourd'hui, la façon dont on va façonner l'expérience des collaboratrices au bureau va aussi énormément jouer dans l'industrie de la tech pour les retenir et les attirer. Donc ça rentre dans l'expérience collaborateur et dans le bien-être aussi ? Mais forcément. Comment ? Tu peux nous expliquer ? Typiquement, un exemple, et je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps justement dans le cadre du déménagement. Alors je ne dis pas pareil qu'il faut le faire, il y a des obligations légales, mais d'avoir des espaces qui sont dédiés à des temps entre guillemets identifiés comme féminins, par exemple pour tirer son lait. Ça va jouer forcément si vous le proposez dans votre démarche pour la parité, en tout cas dans des industries comme la tech, puisque vous n'avez pas beaucoup de femmes. Elles se retrouvent dans un univers forcément plus masculin, puisqu'il y a plus d'hommes par définition dans la plupart des entreprises dans la tech. Donc si vous avez des facilités qui sont affichées comme pour les femmes, on s'y sent mieux quand même, parce qu'on se sent tout de suite considéré. Donc ça, par exemple, il y a des endroits dédiés pour les femmes, mais il y a aussi, et ça on l'a quand même vu et ça s'est développé, et tant mieux, de mettre à disposition des produits féminins dans les sanitaires, typiquement. C'est là aussi, c'est que vous ayez mais... je sais que c'est pas partout, mais du coup, c'est bien parce que ça commence à se globaliser, mais c'est des petits gestes qui, là, pour le coup, je pense, mis à disposition d'une salle, effectivement, c'est un petit peu plus, de mettre des produits féminins dans des sanitaires, sincèrement, c'est la base. Ça devrait être une base, mais vous envoyez un message. Là aussi, sur des sujets de parité. Alors après, je ne veux pas réduire la femme à des produits féminins et à l'allaitement, mais vous avez quand même déjà au moins une première étape que vous pouvez mettre en place pour montrer au moins que vous y pensez. Et ça va beaucoup jouer. Donc effectivement, dans la tech, d'avoir une démarche là aussi, on réfléchit pour les femmes, ça va forcément être aidant, et ça peut et ça doit passer par l'expérience collaborateur. J'ai cité ces deux-là, mais c'était pour illustrer. Bien sûr. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui chez Dailymotion. Tu es pleinement investi là-dedans. Il y a des choses là que vous avez mis récemment qui ont fait du bruit pour les femmes et qui ont ravi certaines personnes de vos équipes. Alors, en facilité, en dehors des exemples que j'ai pu te citer là, j'ai pas de nouveauté particulière parce que c'est de plus en plus dur d'être innovant sur ce type de sujet. C'est déjà énorme. Il y a quand même peu d'entreprises qui ont des salles pour pouvoir allaiter. Alors, heureusement, ça devient obligatoire à partir d'un certain nombre de personnes, mais comme il y a quand même énormément de PME, c'est pas forcément tout le temps le cas. Sur les produits féminins, je pense effectivement que c'est quand même bien de le faire. Une nouvelle fois, c'est woman friendly dans les toilettes. On sent une pensée pour nous, donc c'est tant mieux. Je pense qu'il y a aussi une démarche d'affichage sur des sujets pareils dans la tech qui sont importants, sur les sujets d'harcèlement, qui méritent d'être faits dans les bureaux. Pareil, c'est des petits investissements, mais ça permet aussi à des femmes de se dire, parce que même si le harcèlement concerne tout le monde, les hommes compris, effectivement, le harcèlement moral, mais le harcèlement sexuel, typiquement, est un sujet qui est encore majoritairement subi par des femmes. Donc à partir du moment où vous communiquez dans vos bureaux, pas seulement des mails, pas seulement des Slack, visuellement, c'est important. Là aussi, vous apportez un cadre qui est rassurant, sécuritaire, parce que vous passez un message.
que ça, on fait attention. C'est pas OK. On a un QR code qui permet tout de suite de pouvoir faire des alertes en interne. C'est pareil, vous travaillez sur un cadre. C'est un cadre qui est rassurant pour les femmes parce que ça existe encore. Je préférerais que ça n'existe plus et qu'on n'ait pas à le faire. Mais l'affichage va beaucoup jouer. Okay. Puis après, donc ça, je parlais vraiment dans le cadre bureau. Nous, on travaille surtout et beaucoup sur certaines politiques qui nous semblent importantes. Et donc là, c'est des temps à domicile. Donc ça ne va pas rejoindre le bureau, mais des temps à domicile additionnels, c'est-à-dire des temps d'absence autorisés. Notamment, l'une des mesures, entre guillemets, qu'on a voulu et penser pour les femmes, on a une mesure spécifique d'absence autorisée pour les femmes atteintes d'endométriose. Donc là, l'objectif, une nouvelle fois, c'est de pouvoir autoriser ces femmes-là, sans avoir à justifier, de ne pas être présentes pendant une journée par mois. On ne va pas vous faire de dessin, c'est assez clair par rapport évidemment à leur cycle menstruel. Et de ne pas avoir à venir au bureau parce qu'on ne se sent pas bien. Qu'on ne se sent pas bien et qu'à ce moment-là, honnêtement, on pourra faire tout ce qu'on veut au bureau. Ou alors, il faudrait vraiment qu'on ait des pièces dédiées à des moments où on ne se sent vraiment pas bien physiquement. C'est important de se sentir libre à ce moment-là d'être chez soi. C'est une des mesures parmi tant d'autres. Il y a aussi des absences qu'on a voulu automatiques le jour de la rentrée. Pareil, parce que statistiquement, c'est les femmes qui, dans la plupart du temps, s'occupent de la rentrée. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas. Ça veut juste dire que pour le moment, ils le font encore moins. Et donc, pareil, si vous avez une démarche qui offre cette journée-là, c'est une problématique en moins, c'est un sujet en moins pour les femmes. Et donc, si vous continuez à démultiplier, à ajouter des couches dans la gestion de votre politique RH, faites un petit peu plus ou adapté pour les femmes, normalement, vous tendrez plus facilement à la parité, ce qui est notre cas, parce qu'on est pratiquement à 40% de femmes chez Dailymotion. Quand on regarde les stats dans la tech, on est plus autour de 27%. Je pense que ça s'explique. C'est pas tombé du ciel. Bien sûr. Ça passe sur l'expérience collaborateur avant tout. Pour les retenir, parce que quand elles sont là, c'est ça qui va jouer. Et pour les attirer, c'est le recrutement. C'est comment vous allez gérer votre recrutement et comment vous allez vous assurer que vous allez faire un ciblage spécifique pour essayer de recruter des femmes. Génial. Donc, on peut dire à tous les gens qui nous écoutent de mettre en place les mêmes stratégies de parité que Dailymotion. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé et peut-être qu'il faut qu'on en parle, c'est la RSE. C'est quoi votre stratégie pour avoir le moins, le moins de déchets, le plus de produits recyclables? Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui chez vous? Oui. Je pense qu'on est perfectible parce que c'est effectivement, il faut être un petit peu partout. On parle de l'expérience collaborateur, on parle de sujets LC, maintenant on parle évidemment d'écologie et de notre responsabilité en tant qu'entreprise. Appartenant à un grand groupe, on a quand même des directives, des suivis, des KPI qu'on doit respecter, sur lesquels on s'engage. Et typiquement, les dirigeants chez Dailymotion ont un critère, un objectif clair à respecter chaque année concernant la politique RSE. Donc, qui change tous les ans? Qui peut être amené à changer tous les ans. Il y en a forcément un au minimum. Donc, ça démontre une volonté déjà, de base. Maintenant, il faut savoir sur quoi on l'oriente. Sur l'expérience collaborateur, effectivement, la première chose, ça va être un travail sur les déchets. Je pense que si on parle de ça au bureau du moins, c'est de s'armer, de s'équiper pour essayer de réduire les déchets. Donc, évidemment, le tri. Mais une nouvelle fois, on n'est pas plus innovant qu'un autre là-dessus, je pense. Donc, il y a une démarche de tri. Et puis, il y a une démarche aussi de typologie de contenants. Ça fait partie, là aussi, des enjeux. Donc là, c'est pareil. On met à disposition des tasses brandées Dailymotion. On essaie qui réutilisent les tâches. Ça pose quelques problèmes d'un point de vue ménage, mais bon, ça, c'est mais c'est intéressant parce qu'il y a la volonté des entreprises et après, il y a l'opérationnel clair derrière. Nous, on a travaillé avec des entreprises qui nous ont dit, mais en fait, le verre consigné, c'est beaucoup moins contraignant. On a essayé de le mettre en place, ça marche pas parce qu'il y a des gens qui pensent pas forcément à le remettre dans le bac ou qui vont le mettre dans une poubelle normale. Il y a la réalité aussi de la vie du bureau qui fait que parfois on peut pas non plus mettre en place tout ce qu'on aimerait. C'est ça, c'est que nous, on a la volonté de diminuer le nombre de contenants jetables pour en faire donc tout simplement d'avoir des tasses pour tout le monde, qu'on lave, qu'on conserve et donc on réduit un petit peu le nombre de déchets, mais par la même occasion, vous avez tout un système d'éducation à mettre en place dans les bureaux où malheureusement vous aurez quand même du mal à vous assurer que tout le monde prenne le pli, nettoie sa tasse, fasse les choses proprement et donc c'est toujours très difficile de trouver le juste milieu entre est-ce qu'on veut un bureau propre ou est-ce qu'on veut des contenants jetables. Pour l'instant, on est toujours sur des contenants qui ne sont pas des déchets, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que une nouvelle fois où s'arrête la responsabilité de l'entreprise sur l'éducation ou non il faut laver
laver sa tasse, Michel. C'est Voilà. clair. C'est, en tout cas, on essaye. On a envie d'être à la maison, mais quand même pas trop à la maison. Voilà, quoi. c'est ça. On veut bien être à la maison, mais on veut pas laver sa Parce que tasse. bon, généralement, chez soi, on a quand même son lave-vaisselle et on finit par la C'est laver, clair. la tasse, mais au bureau, on le fait pas. Mm. Donc, il y a encore une petite marge de progression, mais ça fait effectivement partie de nos réflexions systématiques. Pareil sur les choix de goodies, par exemple, qu'on va mettre dans l'expérience collaborateur. On va aller chercher, on va essayer évidemment d'aller chercher des produits qui sont plus responsables dans la production ou autre. Mais c'est pas facile tous les jours, parce que c'est des objectifs qu'on se met. Mais c'est clair que ça fait partie aujourd'hui de notre, en tout cas, d'un objectif évident et qu'on essaie de respecter chez Dailymotion. Quand tu es une boîte de tech qui intègre un grand groupe comme ça, parce que on a des clients grands groupes et on a des clients tech, et effectivement, c'est pas du tout la même notion d'expérience collaborateur. Et aussi, tu le disais tout à l'heure en off, en fait, t'as pas le même nombre de collaborateurs et donc les budgets peuvent exploser si tu passes sur une expérience tech dans une boîte de 2000 personnes. Comment on fait pour s'intégrer là-dedans? Tu veux bien en parler? Oui. Alors après, nous, je dirais qu'on a, pour l'instant, on a la meilleure configuration parce qu'on est entre les deux mondes. C'est-à-dire qu'on bénéficie autant des démarches grands groupes, donc ce qui est extrêmement qualitatif en termes de propositions quand ils vont notamment travailler sur de l'événementiel. Quand effectivement Canal+ organise la fête de la musique dans ses locaux, c'est génial. Ouais. Et en même temps, on va avoir entre guillemets une politique un peu plus localisée sur nos espaces où on essaye évidemment pas de cannibaliser l'approche que peut avoir le groupe et on va nous faire une proposition qui est historique par rapport à nos habitudes et on a encore ce niveau de liberté, ce qui est extrêmement appréciable. Donc c'est pour ça que je dis que nous, on est dans le meilleur des deux mondes. J'ai pas encore expérimenté le moment où malheureusement je serais peut-être obligée de choisir un camp, entre guillemets. Pour justement créer une expérience commune. Groupe. Mais pour le moment, on a la chance de vraiment bénéficier des deux avec effectivement tout le côté grandiose qu'on peut attendre d'un Canal+, et le côté plus sur mesure qu'on peut attendre de Dailymotion comme boîte dans la tech. Merci Ornella. C'était Anna dans le podcast de Juste à temps. On se retrouve dans un prochain épisode.